Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cubic. Ce podcast donne la parole à ceux qui inspirent l'officine et la transforment au quotidien. Je suis Damien Cour, fondateur et dirigeant de Cubic, et notre métier, c'est d'imaginer et de réaliser des officines qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Étienne Gatignol. Étienne est pharmacien, il est serial entrepreneur et il va nous parler d'IA, il va nous parler de sa startup Feeling et on parlera ensemble de l'avenir et des enjeux de l'officine. Bienvenue Étienne. Merci Damien de m'avoir invité. Étienne, on se connaît pas beaucoup, mais je pense qu'on a quand même pas mal de points communs et notamment cette volonté de se remettre en question. Nous chez Cubic, on se pose tout le temps des milliards de questions sur notre mode de fonctionnement, sur la vision de l'officine de demain, de ses problématiques, de ses enjeux. Et je crois que c'est ce que tu fais aussi dans ton officine au quotidien et dans tes activités diverses et variées, parce que je crois que tu fais plein de choses. Ouais, tout à fait. Oui, je pense qu'on a un ADN innovation en commun. C'est mon leitmotiv du quotidien, j'ai envie de dire. Mais j'ai toujours eu cette volonté de faire différemment et de voir un petit peu comment faire évoluer notre métier. Alors là, on a la chance d'avoir l'intelligence artificielle qui arrive autour de nous dans notre génération, mais après il y a plein d'autres façons d'innover dans notre milieu. En deux mots, tu peux te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours, pourquoi la pharma par exemple? Moi je m'appelle Étienne Gatignol, donc j'ai 37 ans, j'ai fait ma fac à Clermont-Ferrand, donc j'y tiens, je suis auvergnat d'origine. Okay. J'habite dans les Alpes ça nous maintenant. fait un autre point commun. Et donc l'Auvergne, c'est important pour moi. Je venais du monde du sport, je faisais beaucoup de triathlon et pas mal de courses à pied auparavant. J'ai longuement hésité quand j'étais au lycée de ce que j'allais faire. Est-ce que je partais en STAPS, suivre les copains du club ou faire autre chose? Moi, je viens pas du tout du milieu de la santé. Ma mère était institutrice. Et mon père était comptable, assez pragmatique. Okay. Et il avait vécu une période où il a perdu son job à 2 ans de la retraite. Et c'était à cette époque-là où je devais choisir mon métier. Donc il m'avait dit, fais pharmacie, il n'y a pas de chômage. C'était très pragmatique son approche. Et moi, ce qui me plaisait dans ce métier-là, c'est qu'il y avait le côté santé. J'ai eu pas mal de soucis de santé au sein de ma famille. Donc j'ai choisi cette filière-là. Donc j'ai fait 6 années. J'ai choisi le milieu de l'officine parce que j'aimais bien aussi ce côté commerce de proximité. Le mot commerce, on l'aime pas, mais on est un commerce de proximité, on travaille en magasin. Tu as voulu t'installer tout de suite à la sortie de pharma? Pas tout de suite. Je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait. Mais oui, au bout de 2-3 années, je me suis dit, allez, j'ai envie d'être mon propre patron, de développer ce que j'ai envie de développer dans mon officine. Il y a ce côté laboratoire innovation que j'avais envie de faire, entre guillemets, d'avoir les clés de chez moi et pouvoir bricoler au sein de mon officine, entre guillemets. Et pendant ces 3 années, tu as bougé d'officine ou tu es resté 3 ans dans la même... Non, j'ai fait pas mal de pharmacies, j'en ai fait 2 principales à Clermont-Ferrand, où j'ai fait 2 postes d'adjoint et j'ai déménagé dans les Alpes, où j'ai eu cette remise en question. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire à peu près 30 ans. Je pense que j'ai fait ma crise de la trentaine du coup en école de commerce parce que j'ai choisi pas de m'installer, mais je suis parti en master entrepreneuriat et management de l'innovation à l'école de commerce de Lyon. Et on devait faire un projet fil rouge de fin d'études, et c'est là où Feeling a été créé. C'est un projet d'école finalement. Projet d'école, ouais. Donc j'étais un des plus vieux de la promotion. Il y en a beaucoup qui faisaient ce master post-école d'ingé ou autre. Donc moi j'avais déjà un peu plus de 30 ans. Okay. Et j'ai fait ce choix-là. Donc c'est ton idée? C'est mon idée de départ, ouais. Puis après, à la fin du master, on a soit le choix de faire 6 mois de stage en entreprise, ou soit là, vu que c'était un master entrepreneuriat, de faire 6 mois dans sa propre entreprise, c'est ça. Et là, du coup, il y a Thibaut et Charles qui ont continué, on était 3 au départ. Maintenant, on n'est plus que 2. Génial. Et donc, du coup, après, tu t'installes? Après, je m'installe, ouais. Parce qu'une start-up, c'est compliqué quand même sur le plan financier, on se le dit. Surtout quand on est 3 cofondateurs. Donc, c'est pas évident. J'ai fait une étude de marché, j'ai dû visiter 80 pharmacies, peut-être au moins sur le bassin lyonnais et dans les Savoies. Et je suis tombé sur une pharmacienne qui vendait son officine. Et c'était quoi les critères? Quand tu visites 80 pharma, c'est que tu as une liste de critères hyper précise ou c'était du feeling pour le coup? Non, là pour le coup, je faisais mon étude de marché, pas spécialement pour m'installer, mais pour feeling. Ah oui, ok, d'accord. On travaillait, on était en phase d'idéation, on essayait de dessiner vraiment notre proposition de valeur, voir s'il y avait vraiment une résonance dans ce qu'on pensait, dans notre projet, si ça allait être bien. Et au final, indirectement, à chaque fois, j'ai changé sur la vie du pharmacien titulaire, comment ça se passe. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur une personne, ça a matché.
Et derrière, je me suis installé. Donc on a commencé à 2. On a pris la période Covid 3 semaines après le premier jour d'installation. Donc on a vécu une première année assez particulière. Dans le grand bain tout de suite là. Ouais, ok. c'est ça. Ce projet me tenait à cœur parce qu'il y avait une possibilité de déplacer l'officine, de l'agrandir, et c'est ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, moi, j'ai clôturé le chapitre de cette pharmacie-là et j'ai changé de projet. Donc je suis assez électron libre. J'aime bien ces phases de développement projet au départ. Je pense que c'est là où j'ai le plus de force et le plus de compétences. Donc là, dans ce projet, tu t'installes, tu montes le projet de transfert, Ouais. tu transfères. C'est ça. Et après, t'es passé à un autre projet. C'est ça, je donnais les clés du camion. Mon associée à l'époque, elle avait fait autant de travail que moi. Donc elle a repris l'intégralité. Et après, je me suis installé ailleurs. Ok. Avec une autre associée, toujours. Et depuis, de fil en aiguille, je suis sur trois officines à date, où je suis co-titulaire. Et on a créé un petit collectif local où on travaille tous ensemble. Et je pense que c'est ça mon ADN. Je disais l'ADN innovation, mais il y a aussi l'ADN coopératif du collectif. Et c'est ce qui me plaît dans l'officine. Tu me disais que tu avais réussi à mettre en place du coup une plateforme logistique centralisée pour ces officines. Ouais. Alors la genèse, ouais, tout à fait. Ouais, c'était quelque chose. La genèse, elle vient de l'un de mes associés qui avait un besoin d'externaliser son stock historiquement parce qu'il n'avait pas assez de place dans sa structure. Et moi, j'ai vu ça comme une opportunité. Je me suis dit, mais c'est trop dommage qu'un dépôt soit utile que pour une structure. Là, on essaie de créer un collectif, on essaie de mutualiser des tâches. Et donc après, on a agrégé les autres officines dessus. Mais c'était un gros travail parce qu'au final, c'est une partie du métier qu'on ne connaît pas en tant que pharmacien, la logistique. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte au quotidien du coup ? Moi, j'ai toujours cette volonté de se dire l'officine de demain, c'est remettre le cœur de métier au centre du projet. Je pense que le diplôme de pharmacien, il n'est pas là pour vérifier des codes EN au quotidien, gérer des stocks, faire des mises à jour prix, quoi. Ouais, je comprends. Donc ça, du coup, c'est ce que tu as amené sur le volet logistique. Comment est-ce que tu as intégré l'IA dans ton quotidien dans les officines ? Il y a beaucoup de pharmaciens qui se posent la question, plutôt c'est est-ce qu'un jour je vais être remplacé par une machine ? C'est vrai. Bon, ça, tu sais, c'est pas que les pharmaciens. Tout le monde, nous, on fait de l'archi d'intérieur, ouais. on crée des concepts, on crée des lieux, et on se pose la question tous les jours de savoir si on va être remplacé ou non, et si nos archis seront remplacés ou non demain par l'IA. Et je pense que tous les métiers doivent se remettre en question. Moi, j'aime bien le terme, on l'entend souvent, c'est le terme de pharmacien augmenté. Je pense que l'IA, c'est un outil qui nous permettra d'être encore plus pointus dans la manière d'apprendre notre métier. Aller à l'opposé de l'intelligence artificielle, à date, c'est déjà trop tard. C'est un combat qui est perdu, en effet. Internet est arrivé, ça a été un bouleversement, mais je pense que ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, là, il y a une vraie révolution, au même titre que la révolution industrielle il y a une centaine d'années. Évidemment. Donc je pense qu'on peut pas lutter contre ça. Le CEO de Microsoft, il disait récemment, ils ont créé une super intelligence médicale. Là. Ils sont en train de bosser, ils font des comparatifs entre des colloques de médecins et leur intelligence artificielle sur des dossiers vraiment complexes pour voir si sur un diagnostic, ils arrivent à diagnostiquer correctement. Et là, l'IA, je crois que la stat, c'était 80% de réussite. Ouais, c'est énorme. Donc, si une intelligence artificielle arrive à diagnostiquer une maladie, à analyser l'imagerie et autres, je pense que délivrer une ordonnance, elle sera certainement capable de le faire. Elle saura le faire. Ouais. Donc à nous d'utiliser cette force-là et de transformer notre métier dans le bon sens. C'est quelque chose d'hyper important et dès la faculté, je pense. Même maintenant, il faut que tout l'écosystème migre avec cet outil-là et qu'on l'utilise à pleine puissance. Donc cette IA, toi, tu l'intègres avec Feeling. Comment t'as l'idée ? Nous, notre idée, c'était comment on peut amener de l'intelligence artificielle et automatiser, faire gagner du temps aux pharmaciens pour à la fois la mission de base du pharmacien, c'est quand même sauver des vies, améliorer le confort de vie des patients. C'est quand même pour ça qu'on se lève le matin quand on va en officine. Donc on s'est basé sur les erreurs médicamenteuses, du moment de la prescription, de la délivrance et à l'administration, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Il n'y a pas une stat exacte, mais on dit qu'il y a entre 10 et 30 000 décès par an causés par les erreurs médicamenteuses. C'est colossal. Ouais, c'est beaucoup plus que les accidents de la route. Ouais. Donc on s'est dit, là, il y a un truc. Le Conseil de l'ordre, là, essaie
homogénéiser les pratiques et créer des bonnes pratiques autour notamment du double contrôle d'ordonnance. C'est-à-dire, je délivre une ordonnance et dans un step 2, au cours de la même journée, je viens vérifier si l'ordonnance que j'ai délivrée, elle était bien correcte et que j'ai pas fait d'erreur dessus. Okay. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps et qu'il y avait à la fois les petites pharmacies qui, quand le pharmacien il est tout seul, il n'a pas le temps de se contrôler lui-même ces ordonnances-là, ou le soir en fin de journée, mais les journées elles sont longues en officine. Oui, bien sûr. Ou sinon dans les grandes équipes où il y a beaucoup plus de flux, aussi c'est pas évident parce que ça fait beaucoup plus d'ordonnances à analyser, donc ça fait beaucoup de temps. Et on s'est dit, elle est où la vraie valeur juste de checker et de comparer une ordonnance avec une facture et de dire bon c'est bon, ça a bien matché, il n'y a pas de problématique. Donc la genèse est partie de là. Ok, top. Et du coup, un pharmacien qui a intégré la solution Feeling, donc son quotidien, très pratiquement, ça change quoi? Ça change qu'en fait, moi je dis c'est le petit bouton aide intelligent quand on délivre une ordonnance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais le Vidal. Le Vidal, c'était un dictionnaire, il pesait 1 tonne. Quand il fallait chercher une info, il fallait aller à la page 438 et chercher la bonne ligne. Là, c'est d'avoir l'info au bon moment pour la bonne personne. Donc ça lui change vraiment son quotidien dans le sens où quand il y a une erreur, on lui dit, il peut l'enregistrer et améliorer ses pratiques, mais il gagne énormément de temps aussi sur sa recherche par rapport à certains produits. Tu as l'idée, il y a le constat d'une problématique, d'un enjeu à résoudre, à faire évoluer. Et comment tu déploies un truc comme ça? Alors là, ouais, c'était vraiment de l'innovation pure. Ouais, j'imagine. Sur le marché, il n'y avait personne qui faisait ça. On allait pitcher notre projet auprès de pas mal de monde. On a eu de la chance d'avoir un gros industriel qui nous a financé au départ. Donc okay. On a eu une mise de départ. Et là, on a monté notre équipe tech. Et là, on s'est dit, en fait, on va développer notre modèle à nous. Donc on a créé notre modèle d'intelligence artificielle au sein de chez Feeling. Ça a été notre force. Il y a eu plus de 3 ans de R&D. Okay. Et une fois ces 3 ans de R&D, après on se dit, faut qu'on commercialise. Sauf qu'au bout d'un moment, les dépenses dans l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'humains et une masse salariale élevée. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille chercher de l'argent ailleurs. Donc après, on a fait un deuxième tour. Donc on a continué comme ça, on a commencé à commercialiser. On s'est rendu compte que le marché, il était plus ou moins mature parce que cette intelligence artificielle, elle peut faire peur. Se dire, ok, tu es en train de me sortir un truc, mais pour le moment, c'est un double contrôle, mais est-ce qu'un jour, ça ne va pas me remplacer totalement? Donc il y a eu un gros travail sur l'image de marque Feeling. Je pense que c'est une start-up qui est quand même très appréciée des pharmaciens d'officine. On a vraiment travaillé autour de ça. Et puis on a avancé progressivement. On a eu aussi beaucoup de barrières à l'entrée dans l'écosystème digital du pharmacien, parce qu'il y a des acteurs qui sont bien ancrés au sein des officines autour des logiciels de gestion. Donc c'est aussi pas évident de discuter avec eux parce qu'ils ont peur de se dire ok, là il me fait un double contrôle d'ordonnance, mais lui un jour il va vouloir facturer. Donc il est en train de me faire Il est en train de me piquer la place quoi. Okay. Ouais. Donc beaucoup de barrières à l'entrée, beaucoup de résilience parce que ça fait maintenant quasiment 8 ans que Feeling existe. Comment vous êtes réparti le boulot avec ton associé Thibaut? Il est pharmacien lui? Thibaut non, il est ingénieur de métier. Il est ingénieur. Ouais. Okay. Clairement le vrai ingénieur avec la tête bien faite. Ok. Donc gestion projet, très carré, très organisé. Moi je suis peut-être beaucoup plus créa, donc on est très complémentaires. Donc toi tu amenais l'expertise pharma. Ouais, totalement. Et lui il appliquait et il exécutait ce que tu avais dans la tête quoi finalement. C'est exactement ça, ouais. J'étais plus autour du produit et du réseau. Parce que c'est vrai qu'un pharmacien qui parle au pharmacien, c'est quand même plus facile au départ. Bah oui, bien sûr. Bon, maintenant ça fait 8 ans, je pense que Thibaut il est presque pharmacien, j'ai envie de dire. Donc il a plus du tout besoin de moi déjà depuis pas mal d'années. Okay. Mais c'est vrai que c'est lui maintenant le CEO de Feeling depuis... Enfin, historiquement c'était lui, mais maintenant il a vraiment pris une place importante dans l'entreprise à ce niveau-là. Et du coup, j'ai entendu dire qu'il y avait eu pas mal de changements. Là. Vous êtes rapproché de CGDIM. C'était la 3e moment de vie de Feeling, j'appelle ça des moments de vie quand on a besoin de lever de l'argent pour continuer à vivre. Ouais, okay. Parce que l'innovation c'est bien, mais c'est pas forcément rentable dans un premier temps. Surtout sur ces missions-là, où c'est des missions santé ou très éthiques au final, où le ROI n'est pas forcément là tout de suite. On s'en rend pas compte, il y a aussi beaucoup d'informels dans ces projets-là.
Donc on s'est rapproché d'un acteur, on en a vu plusieurs et on s'est dit CGDIM c'est le bon acteur parce que derrière CGDIM il y a une multitude de services santé, mais il y a aussi la base Claude Bernard. Ok. Et on s'est dit quoi de plus intelligent que de rattacher Feeling à une base de données. Et la base Claude Bernard elle est très connue à la fois en pharmacie mais pas qu'en pharmacie, donc on y voyait une pertinence et donc on s'est rapproché d'eux. Se rapprocher d'eux, ça engage quoi dans l'avenir? Alors on a intégré le groupe. Ouais. Donc maintenant, on est une filiale du groupe CGDIM, entre guillemets. Okay. Autant qu'il y en a à peu près 70, je crois. D'accord. Donc c'est vraiment un groupe d'entreprises. L'avenir, c'est déjà de répondre aux besoins de ces cousins germains, entre guillemets, au sein de CGDIM. Et après, bon, je peux pas tout dire encore. Ok. Bon, mais très bien. Mais il y a un bel avenir pour Feeling encore. On a pas mal de choses à développer, à déployer. On a plein d'idées, ça on n'en manque pas. Après il faut qu'on les priorise et un groupe comme CGDIM ça nous aide à prioriser, ouais. l'utile avant l'idée farfelue qui ira peut-être pas jusqu'au bout, quoi. Et comment tu fais pour avoir le temps de faire tout ça? Parce que tu es co-titulaire dans 3 pharmacies, tu es hyper impliqué chez Feeling, je crois même que tu as d'autres activités à côté. Comment tu te démultiplies comme ça? Ouais, alors... C'est quoi une journée, une semaine type? Bah, j'en ai pas vraiment, à vrai dire. C'est ce qui est compliqué. Là où je suis chez Cubico aujourd'hui, par exemple. Non, après, je suis un vrai coopérateur. Je pense que l'innovation dans notre milieu, ça sera la coopérative. Bon, il y en a déjà beaucoup qui en ont monté et ça continue, mais il faut qu'on l'amplifie. Je pense que le travailler ensemble, c'est ma force. J'arrive vraiment à fédérer des gens autour de moi, à créer un collectif, et un collectif qui avance ensemble. Et on parle d'équipe officinale. Moi qui viens du monde du sport, alors triathlon à la base c'est un sport individuel, mais dans le vélo, on n'avance pas tout seul face au vent. Donc c'est un peu cette image-là aussi que j'ai en officine. Faut travailler ensemble et pas que des salariés, des collaborateurs avec un titulaire. Mais c'est aussi un ensemble de titulaires. Alors, il y a les groupements nationaux, mais en local, je pense qu'on a encore plus d'impact à avoir, à la fois vis-à-vis des patients, mais aussi entre nous. Donc c'est comme ça que j'évolue. Donc ça me détache du temps parfois pour faire des activités annexes. Et d'autres fois, je suis à 100% sur un sujet purement pharmacie. Et puis j'ai mes co-associés qui font autre chose. Donc on arrive bien à se répartir les tâches comme ça. Super, trop bien. Et dans ton officine aujourd'hui, dans tes officines aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses, tu parlais de laboratoire d'idées, des choses que tu testes, est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous partager, que tu aurais pu tester ou que tu aimerais tester, mais où il y a plein de freins aujourd'hui? Il y a des choses que j'aimerais tester, il y en a un paquet. Ouais. Un des projets que j'ai testé dernièrement, un truc tout bête qui existait depuis longtemps, c'est une borne digitale pour digitaliser des linéaires. Ouais. Ça croise bien avec l'agencement, je trouve. Tu as digitalisé quel linéaire alors? Et ben moi, j'ai digitalisé le mur de lait bébé. De lait, ouais. Okay. Clairement, le lait, ça prend une place folle. Les réappros, pareil, pour remplir les rayons, ça prend du temps. Donc on s'est dit comment on peut gagner de la place et gagner du temps. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui a monté cette entreprise. Il n'était pas du tout sur la verticale pharmacie. Et je lui ai dit, ce serait bien que tu me fasses une borne de lait. Donc on l'a testé, on l'a mis il y a 1 an. On a les mêmes statistiques de vente. Les ventes n'ont pas bougé, ouais. Voire donc, même à l'inverse, ouais. ISO. ISO, ok. C'est ISO, donc c'est ce qu'on demandait. Vendre plus de lait en ce moment, c'est compliqué. On voit qu'il y a ouais, la natalité n'est pas là. Ouais. Elle n'est pas dingue, donc on est plutôt dans un bon sens. Et on a gagné énormément de place. Donc on est là-dessus. Après, donc en pratique, donc je viens dans ta pharma et je viens acheter du lait. Comment ça se passe? J'ai un mur d'écran, j'ai un écran. Non, c'est ça. Je ne vais pas faire de pub pour McDo, mais c'est une borne McDo. Ok. Où tu choisis ton lait, derrière ça te sort un ticket, tu vas à la caisse et on te délivre ton lait au niveau des comptoirs. Ok. Donc c'est hyper simple. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence artificielle derrière pour le coup. L'idée c'est un bon design de la borne, que les gens ce soit facile pour eux. Ouais. Mais après on peut envoyer plein de messages. En ce moment on a clairement mis un bandeau rouge avec tous les retraits de lait. En ce moment il y a un gros problème autour du lait infantile en France actuellement avec plusieurs fournisseurs.
Là, typiquement, là, on a poussé une information, donc on la rend intelligente. Et on se dit, là, il y a 100% des mamans qui viennent à la pharmacie chercher leur lait, qui vont lire cette info, qui sera mise à jour par cette personne qui a créé cette société. Donc ça marche bien, Génial. on était content. Trop bien. En effet, ça fait le lait, c'est toujours un sujet en plus. Ça prend beaucoup de place. Ouais, clairement. Et après, s'il y a une idée, ça serait de complètement changer nos comptoirs un jour, Ouais. à la manière d'un Apple Store ou autre, et d'avoir vraiment un lien avec entre le pharmacien et son patient beaucoup plus étroit. J'en rêve. Et ça, J'en c'est rêve un de sujet. pouvoir supprimer ces comptoirs. Ouais. Et alors, si on devait supprimer les comptoirs, comment ça se matérialiserait du coup la prise en charge patient? Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs types de personas qui viennent à l'officine. Il y a le papa qui vient chercher l'ordonnance, il sort du boulot, il a la bourre, faut que ça aille vite. Il y a la personne âgée qui est isolée, qui fait l'effort de venir à l'officine et qui a besoin de voir du monde. D'ailleurs, elle vient souvent au moment où il y a le plus de monde à l'officine et pas inversement. Et je pense que c'est une volonté de sa part. Ouais. Il y a des gens, je pense qu'on peut travailler, qu'on peut servir autour d'un manche debout très rapidement. Il y en a d'autres qu'il faut qu'on assoie et qu'on prenne plus de temps avec elles. Donc il y a tout ce travail à dessiner, et ne serait-ce que lire une ordonnance. Ça paraît tout bête, mais quand on est face à un patient, moi je lis mon ordonnance, je l'ai dans le bon sens, mais le patient il l'a dans le sens inverse. Ouais. Donc si j'écris quelque chose sur son ordonnance, c'est compliqué pour lui de le lire. Et donc j'ai jamais compris le principe d'un comptoir à pharmacie. Clairement, c'est vraiment une frontière, une délimitation, une démarcation. Il y a un côté, je pense, rassurant pour le pharmacien qui est derrière son comptoir. Ça crée une barrière physique quand même. Je pense que ça rassure aussi d'avoir le comptoir. Et on se rend même compte quand on fait des comptoirs avancés ou des caisses dans les linéaires, faire une vente physique à côté de son client, on enlève vraiment toutes les barrières et ça demande un peu de formation et même un peu de... Ouais, c'est pas si simple. Mais enlever le comptoir, c'est sûr que c'est... La pharma, c'est le seul univers où on touche 100% du panel de la population, quoi. Des gens Clairement. très âgés, très malades, des jeunes pressés, des moins jeunes. Et aujourd'hui, on qualifie l'accueil de la même manière, quelle que soit la problématique du patient. Et en effet, nous, Cubic, on se pose énormément la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour qualifier l'accueil des patients demain. Après, il y a beaucoup de freins quand même. Tu parlais Du logiciel métier, ça en fait partie. C'est sûr qu'il faudrait qu'on puisse arriver à travailler avec ces gens-là. Mais je ne sais pas si tu connais cette stat. Il y a sur une délivrance d'ordonnance, il y a 2/3 du temps de la délivrance qui n'est pas consacré au conseil et à la délivrance du médicament, mais à l'administratif, à la mise à jour de la carte vitale, à la problématique de mutuelle. Ouais, si on avait travaillé sur ouais, cette c'est vrai, statistique. tu connais cette stat, ouais. Okay. Ouais. Et c'est un vrai problème, et je pense que d'ailleurs ça crée des crises de confiance envers la profession pour certains profils qui viennent en officine pour servir, soigner, et se retrouvent à être entre guillemets des agents déportés de l'assurance maladie, qu'on se le dise. Hein. Ouais. Je suis un peu dur avec ça, mais c'est le terme. Constat. Ouais. Donc oui, clairement, si on avait un peu plus d'intelligence digitale pour intégrer les patients dans nos officines et arriver à orienter les flux en fonction vraiment d'un réel besoin, je pense qu'on transformerait la pharmacie. C'est quoi le frein aujourd'hui alors pour ça? Le frein, c'est, je parlais de modèle coopératif. Je pense que chacun prêche pour sa paroisse et c'est pas évident de mettre tout le monde autour de la table. Ouais. Il y a le logiciel métier qui va protéger son écosystème. Il y a les laboratoires aussi, qui, eux, veulent garder leur part de marché dans leur rayon, qui veulent garder leur part de marché sur leurs ordonnances. En fait, il y a tellement d'acteurs autour d'un pharmacien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un écosystème qui est juste immense, que juste des fois, pour changer, là, c'est un vrai changement. Hein. C'est un changement d'usage presque, que c'est compliqué d'embarquer tout le monde. Moi, ça fait 16 ans que je suis en pharma. En 16 ans, la profession, elle s'est complètement retournée. Mais le seul environnement qui n'a pas bougé en 16 ans, c'est le comptoir. Et c'est la manière de délivrer le médicament. Et
Mais rendez-vous pris, si tu veux, pour essayer de mettre tout le monde avec autour de la plaisir. table Mais je pense qu'il y a pour réfléchir à ces sujets. Ouais. il y a une date quand même qui est ce février 2020 qui était le Covid, Ouais. où en fait, avant il y avait très peu de pharmacies qui utilisaient Doctolib par exemple. Ouais. Doctolib est arrivé en officine quand même grâce au Covid, pour faire du rendez-vous pour la vaccination Covid. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait amplifier cette notion de service et travailler différemment nos flux en pharma. Moi, c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvé à mettre 6 chaises et créer une pseudo-salle d'attente au milieu d'un rayon parce qu'on n'avait pas assez de place pour vacciner des gens. Et je pense qu'il faut se servir de cette période qui a été difficile pour justement amplifier ce changement de métier et peut-être arriver à faire sauter ces barrières de comptoir. Et aujourd'hui, du coup, dans ton officine, donc tu m'as parlé un peu du comptoir, un peu de la vente, de la digitalisation de tes rayons. On parle beaucoup des nouveaux services, des nouvelles missions. Comment tu vois tout ça et comment tu l'intègres aujourd'hui dans ta pharma? Nous, on a créé des hubs santé. Donc, c'est vraiment salle d'attente, des espaces attitrés pour chaque service. Donc, on a vraiment créé une ambiance spécifique où les gens ils s'y retrouvent. Tu fonctionnes avec des rendez-vous? Alors, on fonctionne sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Ouais, à date. C'est une question pour certains types de services. Il faudra certainement y passer par là. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Tu as installé la télémédecine? Également, ouais. Donc on a pris une borne. Je pense que difficulté de trouver des médecins généralistes à l'heure actuelle et des spécialistes. La France est un désert médical à elle toute seule. Avant, on parlait juste de ruralité, on parlait en Auvergne. Il y a des coins, c'était des difficultés. Et je pense que dans le centre de Lyon, c'est le même problème. Ouais. Donc ouais, on a de la télémédecine également. Tu fais combien de téléconsultations par jour, par exemple, sur une officine taille de la tienne? Là, en stat, je dirais que je fais une dizaine, à quelque chose près. Okay. Donc je pense qu'il y a des pharmacies qui en font bien plus que moi, à mon avis. Souvent, moi j'ai eu des clients pharmaciens qui m'ont dit « Ah mais non, mais moi j'installe pas de borne parce que je veux pas faire concurrence aux médecins de mon village. » Ouais, là c'est pas le cas. Clairement, je pense qu'ils sont tous sous l'eau. Il n'y a pas de concurrence entre guillemets entre cette borne de télémédecine et le médecin généraliste classique. Donc on a zéro souci à ce niveau-là. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer un truc dans ta pharmacie aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Il y a deux sujets. Il y a ces fameux comptoirs. Sincèrement, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et il y a aussi cette entrée de patients, prise de mesures et autres. Là, il y a un ami à moi aussi qui a repris une entreprise barcelonaise. C'est des balances hyper connectées qui prennent entre 100 et 200 mesures et qui permettent d'aller encore plus loin dans le diagnostic pour les médecins, mais nous, dans le conseil. Donc j'aimerais bien, sur on va dire, l'accueil en pharmacie, travailler vraiment là-dessus. Comment on peut changer une manière d'accueillir un patient, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais travailler. Ok, et du coup, cette balance, entre guillemets, c'est quoi? C'est de la médecine préventive? C'est je prends toutes les constantes, toutes les... Ouais, tout à fait. Après, lui, il peut plugger un spiromètre, si tu as besoin d'un spiromètre, il peut plugger pas mal de choses. Et derrière, on va vraiment dans le détail, on fait un conseil beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus exhaustif. Et c'est là où on va se démarquer de l'intelligence artificielle qui vient face à nous dans le conseil. Les patients, avant, ils allaient chercher sur Google. Il sortait du médecin généraliste, il avait quelque chose, il cherchait la première chose que le patient faisait, c'était je tape sur Google et je regarde ce qui se passe. Et il commentait la prescription du médecin pour... Ouais, où il venait en tant que patient éclairé à l'officine. J'ai lu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on est sur une démarche où c'est pas j'ai lu ça, c'est ChatGPT m'a dit que je veux ça. Et, donc ils savent quoi. Ouais, là, il y a une vraie problématique. Et ce que ne sera pas faire ChatGPT, c'est un onboarding d'un patient à la fois sur des constantes vitales et garder cette empathie qu'on a aussi en officine. Je pense que c'est pour ça que les gens y viennent également. Mais il faut qu'on soit plus expert que ce qui existe sur le marché au sein du domicile des patients qui consomment nos officines. Ouais. Oui, il y a un truc, il y a une phrase qu'on aime toujours employer un peu à toutes les sauces.
c'est la relation prime sur le contenu. Ouais. On fait, dans notre quotidien, on essaye de créer du lien avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, avec les gens de notre réseau. Et c'est comme ça qu'on construit durablement et dans l'avenir. Et ouais, j'imagine évidemment que c'est encore plus le cas avec les patients en pharma. Ouais. Ouais, c'est un sujet important, parce qu'on le voit ce qui se passe aux États-Unis, délivrer des piluliers à domicile. Tu m'as enlevé la question. Mais ouais, c'était ça la prochaine question. En effet, je voulais partir sur les États-Unis et sur l'évolution. Tout le monde craint un petit peu l'arrivée d'un pile-pack français. C'est quoi ton avis là-dessus? Historiquement, ce qui est drôle, c'est qu'avant qu'on parte sur le projet Feeling à l'école de co, j'avais essayé de postuler chez Pile-Pack pour faire mes 6 mois de stage là-bas. Cela dit, ça aurait pu être une super expérience. Clairement, ils m'ont jamais répondu, donc ça s'en est arrêté à un mail. Mais clairement, c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Je pense que les technologies, elles sont là. Les seules barrières à l'entrée, elles sont plutôt réglementaires et juridiques. Et c'est ce qui, je pense, qui protégera ce maillage officinal dont tout le monde a besoin. Par contre, après, à nous d'être experts, sinon on va se faire manger par des entreprises qui ne seront pas des officines et qui délivreront du médicament ou autre chose. On voit sur certains marchés, que ce soit sur de l'aromathérapie, sur de la parapharmacie. C'est même pas des entreprises françaises où les patients français consomment, ça part en Europe. Ouais. Donc à nous aussi d'évoluer pour garder notre marché tel qu'il est et le faire développer. La pharmacie de demain, c'est une pharmacie vraiment servicielle. Et c'est là-dedans qu'elle trouvera sa marge et sa rentabilité. Ouais. Et du coup, pour toi, un modèle de pharma avec la course à la surface, la course au mètre linéaire, pour toi, c'est les gens qui font fausse route? Non, parce que j'en fais partie, plus ou moins. J'ai quand même des officines qui sont de taille importante. Je pense qu'on peut aller les deux. Donc non, il faut quand même avoir cette dynamique-là, mais après, il ne faut pas oublier l'essence même du métier qui est la santé et le médicament. Et ça peut très bien, ces deux univers peuvent très bien vivre ensemble, au contraire. Moi, je reviens au coopératif, je crois plus à un modèle où avant, il y avait 3 pharmacies de village. Pour moi, il ne devrait y en avoir qu'une seule. On travaille tous ensemble sur une structure plus organisée, avec plus d'humains à l'intérieur, où on fait tout un panel de services et on a plus de produits aussi à proposer aux patients. Aux patients, ouais. Merci beaucoup pour la qualité des échanges, c'est vraiment hyper sympa, avec plaisir. Donc moi, si je retiens un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, grosso modo, la technologie, elle va être au service demain des officines, l'IA sera au service demain de nos officines, mais finalement, ce qui fera la clé de la réussite des officines de demain, c'est de remettre l'humain et les problématiques d'empathie, de prise en charge, de relation au cœur de l'officine. Ouais, totalement. Je pense que faut pas qu'on oublie notre cœur de métier. Le cœur de métier de la pharmacie, c'est accompagner des gens dans leur parcours de soins, leur faciliter la vie pour vivre mieux. Donc c'est un métier ultra empathique et on a employé beaucoup le terme humain, mais je pense que c'est un vrai métier humain et l'IA justement et les nouvelles technos, il faut qu'elles soient là pour nous aider à fluidifier ce parcours et à gagner du temps à haute valeur humaine avec les gens. Ouais. Merci Étienne. De rien. Merci Damien. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Le podcast Cubic est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et toutes vos plateformes préférées. Nous sommes présents sur LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube. Maintenant, n'hésitez surtout pas à nous écrire, à commenter. Nous avons besoin de vos retours. C'est grâce à vous que ce format va évoluer. Merci beaucoup et à bientôt.